pour faire face à ces situations vraiment révoltantes. Il y a différentes initiatives mises de l'avant. C'est ça, on va entendre les différentes panélistes nous parler des initiatives qu'elles ont mis de l'avant. Si vous voulez nous parler d'un projet d'initiative, de revendication que votre organisation a mis en place pour engendrer des changements concrets pour que toutes les femmes, dans toute leur diversité, aient de meilleures conditions de travail. Donc, on va commencer par Noémie. Merci. Du coup, moi, je veux vraiment revenir à la question du harcèlement, puis de la discrimination aussi en général, harcèlement discriminatoire. Fait qu'au groupe d'aide, moi, je suis en charge d'un projet qui, en fait, permet d'offrir des sessions de sensibilisation, ateliers, bref, je suis très flexible sur tant le format que le contenu, pour sensibiliser, en fait, au harcèlement, mais aux réalités vécues par plusieurs groupes plus vulnérables face au harcèlement, dont les femmes immigrantes nouvellement arrivées, les femmes autochtones, les femmes en situation de travail précaire et les communautés LGBTQ2S+. Donc, ça cible principalement les femmes parce qu'on sait que les femmes sont quand même beaucoup plus vulnérables face aux violences en milieu de travail, mais on s'entend qu'aussi pour, par exemple, les personnes immigrantes, on a quand même des réalités vis-à-vis aux hommes, donc c'est pas uniquement spécifiquement pour les femmes ces sessions-là, mais on va mettre quand même un accent sur ça. Donc l'objectif, il y a un peu deux volets, c'est à la fois de sensibiliser ces personnes-là à leurs droits. Là, je parlais tantôt des personnes nouvellement arrivées, elles ne savent pas qu'elles sont protégées si elles ont un statut de salarié, qu'il y a des recours qui existent, qu'il y a des obligations de l'employeur en milieu de travail. Donc, par exemple, ça va vraiment aussi que ces communautés-là soient capables de reconnaître les manifestations de harcèlement à leur égard, donc notamment d'un point de vue discriminatoire, de reconnaître c'est quoi une microagression aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut rendre un milieu de travail très néfaste aussi, puis comment aussi ça vient là de l'incivilité, les conflits, comment ça escalade jusqu'au harcèlement. Le but, c'est vraiment de pouvoir leur donner les outils, qu'ils soient capables de comprendre, OK, c'est quoi, qu'il y a des recours, qu'il y a des façons d'intervenir, qu'il ne faut pas attendre aussi dans l'idéal de vivre du harcèlement pour aller dénoncer une situation quand on le peut. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que Samira disait là, pour les personnes sans statut. Là, on est dans une toute autre réalité où effectivement, malheureusement, il n'y a pas de recours. Là, donc, je parle vraiment là des personnes qui ont un statut légal pour pouvoir travailler. Mais il y a aussi le volet de venir sensibiliser finalement les milieux de travail aux réalités de ces communautés-là, parce que comme je vous disais tantôt, l'exemple de cette femme lesbienne qui ne va pas faire son coming out, là, les communautés LGBTQ+, il y a des milliers de raisons pour lesquelles elles ne font pas leur coming out, puis qui sont très compréhensibles, tant les commentaires et les comportements transphobes, homophobes, on s'en passe, les propositions à caractère sexuel pour femmes lesbiennes ou les personnes bisexuelles parce qu'il y a tout un fantasme, on en passe, mais le but, c'est aussi d'aller éduquer pour que les gens comprennent les réalités quand on ne s'identifie pas à certaines communautés. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est aussi un manque d'information, on a plein de clichés, plein de stéréotypes en tête. Donc, le but, c'est d'aller aussi démystifier ça pour essayer de limiter la violence au milieu de travail. Je peux vous assurer que si tout le monde pense savoir c'est quoi le harcèlement, c'est quand même une notion très complexe qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Je peux vous assurer que dans l'ensemble des milieux de travail dans lesquels on intervient, la plupart finalement ne savent pas vraiment ce que c'est. J'ai même une personne qui me disait pourquoi on parle de harcèlement discriminatoire, pourquoi on parle de discrimination, comme quelqu'un ne comprenait pas, puis c'était quelqu'un qui était quand même très haut placé, donc je me disais, ok, si ça vient de là, tu sais, qu'est-ce que ça donne en bas aussi, donc il y a quand même toutes des connaissances encore à apporter, à les transmettre. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas sauver le monde là en faisant ces ateliers, mais ça permet quand même d'aller outiller le monde, d'essayer d'insuffler quand même des bonnes réflexions de changement. Parce que si les gens sont capables de comprendre certaines réalités, notamment les personnes qui sont en poste vont peut-être être capables de pouvoir mettre des actions concrètes en place aussi, puis de vraiment essayer finalement d'être un peu plus inclusif aussi. Là, on en parle beaucoup à ce niveau-là. On peut tenter d'être assez rêveur là, puis de penser qu'ils vont être beaucoup plus équitables et juste aussi en milieu de travail. En tout cas, ça peut en faire partie. On s'entend qu'une session de sensibilisation, ça ne va pas changer les choses. Mais d'en faire plusieurs, d'aller vraiment ouvrir la discussion et le dialogue sur certaines réalités, ça peut quand même aider. Donc, c'est ça que Auguste, on propose au-delà des autres formations qu'on peut proposer aussi, mais c'est que dans le cadre de ce projet, ces formations, ateliers que moi je donne sont gratuits parce que c'est un projet qui est financé par le ministère de la Justice du Canada.
Donc, c'est quand même une bonne opportunité pour aller rejoindre le plus de monde possible aussi. Notamment, moi, j'aime beaucoup les organismes communautaires pour leurs membres, leurs participants, notamment avec des personnes nouvellement arrivées, leur expliquer leurs droits quand ils arrivent ici, comment ça fonctionne un peu ici, milieu de travail. Je pense que vous l'entendez à mon accent français. Moi, je suis moi-même nouvellement arrivée. Ça fait 2 ans que je suis au Québec, mais il y a des choses qu'on comprend. Je suis en permis de travail temporaire aussi, donc il y a des réalités que je suis capable de comprendre. Donc, ça permet aussi de pouvoir vraiment engendrer des bonnes discussions et puis d'être vrai, là, de vraiment parler des choses qui font mal, qui font peur, qui rendent inconfortables, mais qui sont nécessaires aussi. Donc, au guest, c'est ce qu'on vient répondre à ce besoin-là. C'était déjà un peu avant la pandémie, mais écoutez, avec tout ce qui s'est passé l'été passé aussi, là, dans toutes les manifestations, tous les décès absolument ignobles qu'il y a eu envers certaines communautés, il y a une bonne prise de conscience quand même, on peut le mentionner. À quel point elle est toujours honnête ou des fois obligée. Écoutez, on va prendre ce qu'on a, là, le monde veut quand même changer, les milieux de travail veulent quand même insuffler aussi une nouvelle ère à ce niveau-là, puis nous, on arrive à se caler un peu à ce niveau-là. Écoutez, s'il y a d'autres personnes d'organismes ou autres, je pourrais laisser le site internet du GACE là, dans le chat, parce que je sais qu'avec notre nom, des fois, on a du mal à nous trouver, puis il y aura toutes les informations nécessaires pour expliquer ce projet ou pour me contacter, par exemple. Merci. Donc, Rama, la parole serait à vous. Oh, votre micro est fermé. Je vais ouvrir mon micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Merci beaucoup. Alors, nous, au Conseil central, comme elle a dit tantôt dans ma bio, c'est que nous représentons à peu près plus de 100 000 membres avec plus de 350 syndicats. Donc, nous, ce qu'on a mis de l'avant, c'est sûr qu'on en parlait, mais dans le milieu syndical, au Conseil central, ce qu'on a essayé de mettre de l'avant rapidement, c'est un plan d'action contre le racisme systémique. Et ce plan d'action contre le racisme systémique a été adopté le 27 janvier. Et depuis le 27 janvier, nous avons commencé la mise en œuvre de ce plan d'action-là. Nous avons déjà eu 2 rencontres, soit le 31 mars et le 29 avril. Donc, la pandémie a quand même quelque chose qui a fait ressortir les difficultés des conditions de travail de beaucoup de travailleuses racisées et issues de l'immigration. On a vu des mobilisations d'ampleur avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de George Floyd, mais aussi avec la mort de Joyce Echequan. Le Conseil central, donc, s'est engagé dans cette lutte-là. On a constaté aussi lors de notre première rencontre qu'il y a quand même, on le savait, mais on veut avoir des données pour le démontrer. Il y a une sous-représentation massive des personnes racisées dans nos instances au niveau des syndicats. Il y a aussi une sous-représentation massive des personnes racisées dans des emplois correspondant à leur diplôme. Malgré les programmes d'accès à l'égalité en emploi, qui est en réalité peu appliqué dans nos milieux de travail. Parallèlement à ça, on s'est aussi rendu compte que la mise en lumière de ce qui se passe pour les travailleuses et les travailleurs essentiels, il y a une surreprésentation des personnes racisées dans des emplois sous-payés, qui sont souvent dévalorisés, précaires, qui va de pair avec la sous-représentation des emplois qualifiés. Parce que les gens qui arrivent ici, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Donc, souvent, ils font du travail qui ne reflète pas leur diplôme. À Montréal, c'est 33% de la population qui s'identifie à une minorité visible. Ce pourcentage aussi entre 45 et 49% dans les quartiers les plus pauvres. Si l'on élargit la focale de ce que l'on examine, l'ensemble de la région métropolitaine, c'est 23% de la population qui se déclare membre d'une minorité visible. Et si l'on considère toutes les populations issues de l'immigration, elles représentent dorénavant 59% de la main-d'œuvre dans la région métropolitaine. Ça, c'est selon la Commission des partenaires du marché du travail. Comme on est dans un milieu syndical, les instances syndicales ne sont pas représentatives de cette réalité actuellement. Les personnes issues des minorités sont peu représentées dans les exécutifs des syndicats et dans les instances de la CSN.
des fois, on se pose des questions, est-ce que parce qu'ils ne se reconnaissent pas suffisamment dans nos organisations syndicales ou peut-être connaissent peu l'histoire des luttes et des gains des syndicats du Québec? Peut-être ont-ils des images négatives aussi des syndicats à cause des expériences vécues dans leur pays d'origine? On peut être d'une façon de ne pas tenir compte des réalités. Des fois, on ne tient pas compte des réalités des personnes racisées ou des personnes issues de l'immigration qui arrivent dans nos milieux de travail. Donc, la situation, il faut qu'elle change, c'est ça qu'on s'est dit, il faut qu'elle change. À cet effet, nous mettrons en œuvre un plan d'action pour que les syndicats affiliés prennent les moyens d'accueillir, intégrer les personnes issues des groupes racisés et de l'immigration, les personnes autochtones dans nos pratiques et dans les structures de nos instances. Plus précisément, le plan d'action a pour objectif d'assurer la représentation des personnes issues de groupes racisés, de l'immigration et des autochtones dans les structures et instances des syndicats à égale proportion de leur présence sur le marché du travail. Un autre objectif, c'est d'encourager les personnes racisées à présenter leur candidature pour des postes de responsabilité dans les syndicats par la formation de comités syndicaux et diverses actions d'information et de formation. Mais c'est aussi de valoriser la participation de toutes et de tous à la vie syndicale. Nous sommes conscients que nous n'allons pas éradiquer le racisme systémique sans la participation pleine et entière de ceux et celles qui le subissent. Merci. Merci. Vous voyez, pour ce point-là, vous êtes toutes pile dans votre temps. Vous aviez plus de temps, c'est rapide que 5 minutes sur les enjeux. Donc, Katia, vous, quelles sont les initiatives ou revendications, des projets que vous mettez de l'avant pour faire de Montréal une ville où le travail, est-ce qu'on peut encore parler de droit au travail maintenant, même en 2021? Donc, à vous la parole. Je suis bien contente de donner suite à Rama parce que dans les faits, ce qu'on constate, c'est que, comme je vous disais, les changements qui ont été appliqués au programme d'accès à l'égalité vont avoir un impact majeur dans même les éléments qui ont été énoncés par Rama. C'est-à-dire que là, l'exemple que je vous ai donné, c'était un exemple très concret à la ville de Montréal, mais tel que je vous l'expliquais, les modifications ne sont pas issues du système d'embauche de la ville de Montréal, mais bien en amont. C'est l'institution Vigie censée surveiller l'application ferme de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi et de l'application des programmes d'accès à l'égalité en emploi qui, pour des questions de règles administratives, d'efficacité de gestion interne, de réduction des coûts, ainsi de suite, qui remet en question l'efficience même des programmes d'accès à l'égalité en emploi. Pour rappel, les programmes d'accès à l'égalité en emploi ont été mis en place pour en fait remédier à des enjeux de discrimination systémique dans un premier temps à l'égard des femmes et la loi en fait s'est élargie à l'ensemble des groupes. La commission très récemment s'est targuée de vouloir aussi agir en contexte intersectionnel ou d'appliquer une norme X qui pourrait lui permettre d'avoir une vue ou une application des programmes d'accès à l'égalité dans une logique de croisement des discriminations. Mais ce qu'on voit, c'est que les modifications telles qu'appliquées vont leur faire perdre de vue l'enjeu femme et aussi en fait des éléments ça va avoir un impact sur l'ensemble des autres catégories dans la mesure où comme vous pouvez l'envisager sur quand on prend une logique démographique, on comprend que pour chacune des catégories, il est certain qu'au moins 50% des autres catégories sont aussi des femmes et que dans une logique d'intervention, ou d'analyse croisée ou intersectionnelle, on ne peut pas se limiter à une vision
qui exclurait la question, l'enjeu femme comme un enjeu spécifique et transversal à l'application des programmes d'accès à l'égalité. Ça n'a juste pas de sens. Donc, en fait, nous, en termes comment dire, on n'est pas dans l'initiative, on est plus dans la revendication. On estime que pour les Montréalaises, pour une lutte efficiente aussi auprès des femmes immigrées et femmes racisées, il va y avoir comment dire, une espèce d'intervention en lien avec les revendications, en lien aussi avec une application ferme de l'analyse féministe sur l'impact des modifications au programme d'accès à l'égalité, que ce soit pour le volet femmes spécifiquement, mais par rapport aux autres catégories, leur impact croisé. Donc, voilà. Donc, mon intervention se limiterait à ça. Moi, je pense que ce serait l'initiative qui permettrait autant aux Montréalaises de toutes origines et de tout groupe visé d'avoir comment dire, l'assurance d'une juste représentation dans l'effectif de la ville de Montréal. Merci, Katia. Donc, pour terminer, Samira, on voulait vous entendre là, sur les campagnes à venir, les revendications, les initiatives que Solidarité sans frontières a mis de l'avant. Merci. Pour Solidarité sans frontières, il y a deux choses principales pour arriver à apporter des changements. Premièrement, c'est l'entraide. Solidarité sans frontières a créé un grand réseau de solidarité, à commencer par un grand groupe WhatsApp où toute personne à situation précaire ou sans statut est bienvenue. On raconte nos obstacles et nos problèmes et on partage toutes les nouvelles lois. On essaye toujours de trouver des solutions pour chaque situation. On se rassemble chaque dimanche par Zoom pour planifier nos actions. On organise des soupers occasionnels. On a aussi un comité de soutien pour répondre aux appels reçus qui demandent de l'aide. Tout ça joue un grand rôle pour nous tous, car ça nous donne l'espoir que notre situation va changer et nous rend utiles malgré cette situation. Deuxièmement, c'est la lutte publique. Notre principal but est un programme de régularisation pour tous et toutes, qui inclut tout le monde sans exception. Ce programme va résoudre la majorité des problèmes que les femmes rencontrent au quotidien. Pour le réaliser, on a commencé une grande campagne Statut pour tous et toutes, et ce depuis mars 2020. Mais avant, on a toujours lutté pour une cité sans frontières, de mettre fin aux déportations et la double peine. Plusieurs actions ont été faites pour dénoncer ces nouvelles lois qui ne nous reconnaissent pas. La marche du 4 juillet, briser la peur devant le bureau d'immigration d'Isis Saint-Antoine. C'est vrai que beaucoup de gens ont brisé la peur. Devant le bureau de Justin Trudeau, la danse hivernale devant Guy Favreau et plusieurs conférences de presse, des articles, des témoignages dans les journaux, des lettres ouvertes écrites par des sans-papiers. Pour la fête des mères, on organise une manifestation le dimanche prochain pour dénoncer la séparation des familles. Et pour la prochaine action, on est en train de préparer pour une grande marche à Ottawa du 18 au 25 juillet. C'est un grand pas. On espère qu'après cette marche, le gouvernement va nous reconnaître, non en tant que sans-papiers, mais en tant que des humains à part entière. Sinon, la lutte continue. On vous invite tous à vous joindre à nous pour nous soutenir. Merci. Voilà. Merci, Samira. Dans le fond, dans le chat, Mary a mis les liens si vous êtes intéressé par les prochaines actions à venir, si vous voulez plus d'informations. Donc, maintenant, la période...